Chers auditeurs de Radio Gabon, merci de nous témoigner de votre fidélité sur Gabon Environnement. Vous êtes nombreux à nous suivre à la fois à la radio et sur la page Facebook Radio Gabon officiel. Bienvenue à tous. Je suis Lise Obon Ongoro, à mes côtés Arnaud Ondo Ngozogo pour la co-présentation. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. L'émission Gabon Environnement reçoit dans notre studio Monsieur Boris Elanka. Bonjour Monsieur Elan. Bonjour madame. Vous êtes le président de l'association des agronomes du Gabon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Durant une quarantaine de minutes, notre invité va nous expliquer de fond en comble son activité. Arnaud Ondo Ngozogo, quelles seront les différentes thématiques du jour? Le thème sur lequel on va échanger avec le président de l'association des agronomes du Gabon, Monsieur Boris Elanka, sera l'apport de l'agronome dans la valorisation et la protection des forêts dans notre pays. Monsieur, et là je me tourne vers vous. Quelle différence faites-vous entre l'agronome et l'agriculteur et comment pouvez-vous définir l'agronome? Ok. Donc vous devez d'abord comprendre que avant de faire la différence entre l'agronome et l'agriculteur, il faut d'abord faire la différence entre l'agriculture et l'agronomie. Donc l'agronomie en fait c'est une science exacte qui étudie tous les paramètres qu'il y a autour de l'agriculture. Quant à elle, l'agriculture est un art, mais aussi une science quelque part qui valorise les ressources naturelles qu'on a autour de nous, dans l'objectif d'atteindre des productions qui bénéficient à la population. Et là, vous êtes à la tête d'une structure, le président de l'association des agronomes du Gabon. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette structure? Comment elle est-elle née et qui en sont membres aujourd'hui? Voilà. Ok, là, vous devez comprendre que depuis des années, avec la création de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, où on a eu les premières personnes formées au Gabon dans le domaine de l'agronomie. Et donc, il y a eu plusieurs générations d'agronomes sortis de cette université. Et en 2000, il y a eu la création de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie, qui a vu l'avènement de la création de cette école, et ça a pu mettre en place des promotions des ingénieurs agronomes et aussi des ingénieurs des techniques agricoles qui sortent de cet établissement-là. Vous devez comprendre que cette formation a amené à ce que nous réfléchissions au fur et à mesure des années sur l'apport que les agronomes devaient avoir et l'impact qu'on devait apporter au sein même de notre pays, car vous voyez aujourd'hui nous sommes un pays qui a une capacité agricole assez forte, mais dont on n'utilise pas cette capacité-là. Nous sommes réduits à cela. Et pour avoir une meilleure synergie et un meilleur développement de notre secteur agricole, nous avons été amenés à créer cette association le 12 mars 2019, elle est encore toute jeune, le 12 mars 2019, que nous avons créé juridiquement cette association, mais bien avant cette date, on avait déjà des activités, des rencontres qui permettaient d'aller auprès des populations et travailler avec des institutions de recherche pour pouvoir amener cela. Et après cette création, nous sommes maintenant ici en train de mener à bien le combat. Les missions, c'est d'abord mettre en fait un lien entre tous les acteurs. Mettre ce lien et permettre à ce que l'agronome participe activement au développement de l'agriculture gabonaise. Ensuite, le but aussi est de promouvoir l'agronomie, parce que si vous partez aujourd'hui dans un lycée, vous demandez est-ce que c'est quoi un ingénieur agronome? Les jeunes vont vous dire oui, mais en réalité, ils ont juste entendu le mot ingénieur. Agronome, en fait, ils ne voient pas. Moi, l'être trop savant. Voilà. Donc, nous, on vient pour promouvoir cette agronomie et faire en sorte qu'elle évolue, parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux apports qu'on a dans le cas des technologies, l'agronomie aussi évolue et s'adapte au nouveau monde aujourd'hui. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on développe plusieurs nouvelles filières qui font en sorte qu'on puisse avoir une agronomie plus compétitive, en fait, et plus basée sur la recherche et les résultats qu'on acquiert de cette recherche-là. Cette association est bien sûr une association à but non lucratif, mais qui est socio-professionnelle, qui a une vision, c'est vraiment de participer et d'aider les communautés rurales et agricoles à développer une agriculture compétitive, respectueuse des valeurs humaines et respectueuse de l'environnement. Alors, vous avez dit, l'un des objectifs, c'est de créer le lien entre les acteurs. De quel secteur des acteurs s'agit-il? Au départ, on est parti sur la base de créer le lien du secteur agricole. Mais on a compris que le secteur agricole est un secteur interdisciplinaire. On ne peut pas se limiter juste à dire le secteur agricole. Donc on parle de toute la chaîne de valeur agricole qui part bien sûr de la production, où on voit des agriculteurs, mais on a la commercialisation, on voit d'autres domaines de compétences intervenir. On a la communication, où on est par exemple la preuve Radio Gabon, qui va pouvoir vulgariser et valoriser les informations qui passent dans l'acquis de l'expérience sociétale. Mais nous avons aussi la possibilité d'intégrer d'autres acteurs
Exemple, avec l'ENEF, il y a eu une conférence qui est intégrée où on a même parlé de cette interdisciplinarité dans la structuration même de la gestion des ressources naturelles que nous avons dans notre pays. Et donc, dans le cadre de cette association, comment fait-on pour adhérer? En fait, pour adhérer, c'est simple. En fait, il faut d'abord avoir un critère, c'est d'avoir fait une filière agronomique. Oui. Et vous devez comprendre que les filières agronomiques sont nombreuses. Donc, on a l'agroécologie, on a l'agro-industrie, on a le génie rural, l'économie rurale, on a la phytotechnie, la zootechnique. Donc, il y a plusieurs domaines. On a même le marketing agricole, en fait. Donc, aujourd'hui, ce sont des spécialités que dès qu'on est dans ce profil de métier-là, on adhère à l'association en donnant juste une contribution et en même temps en remplissant sa fiche d'adhésion et on demande à ce que les acteurs participent clairement aux différentes activités que nous mettons en place dans le pays. Et ces filières-là, ces formations, elles sont offertes ici au plan local ou bien Bon, au plan local, nous avons déjà la possibilité d'avoir 4 filières de formation. Donc nous avons la production végétale, la production animale, la technologie alimentaire et l'agroéconomie. Mais aujourd'hui, avec l'USTM en train de réfléchir sur la mise en place de la filière agroforesterie et aussi sur la filière du génie rural, donc il part parler de l'agroéquipement. C'est une réflexion parce que pour ouvrir ces différentes filières, il y a une partie économique, il y a des budgets évalués, il y a voir si on a des expertises techniques dans le pays qui pourront former ces jeunes-là. Et donc c'est sur ça qu'on travaille. Bon, au niveau de l'École nationale de développement rural, où on forme les jeunes avec le CAP et le BP, eux aussi ils ont déjà ouvert la filière génie rural, donc ils travaillent sur la mécanisation agricole. Et aujourd'hui, avec l'IRAF, dans le programme du riz, par exemple, il y a une mécanisation agricole qui a été intégrée. Voilà pourquoi récemment, en collaboration avec le projet IGabon, l'association des agronomes du Gabon, avec d'autres partenaires tels que Young Professional for Agricultural Development, qu'on appelle EPARD Gabon, et aussi le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie numérique et le projet IGabon, on a lancé ce qu'on appelle l'association Agritech Gabon. Donc Agritech qui vient pour réfléchir maintenant sur l'apport que les technologies, donc du numérique, la robotique et la biotechnologie peuvent apporter au développement agricole dans notre pays. Si j'ai besoin des services de l'association des agronomes du Gabon, où vous localisez, vous avez un siège, où vous trouve-t-on? Oui, pour le moment, le siège du projet Gabon se trouve à l'immeuble, le siège de l'association des agronomes du Gabon se trouve à l'immeuble des PME. Donc au siège de l'incubateur multisectoriel de Libreville. À Wenje. Oui, à Wenje. Donc c'est là où est le siège pour le moment de l'association des agronomes du Gabon. Mais nous avons un siège technique qui se retrouve en principe maintenant avec le partenariat que nous sommes en train de signer avec l'Institut de recherche agronomie et forestière pour travailler avec l'IRAF et l'IRT, donc au sein du commissariat de SNRS. D'accord. Dans ce combat, on le comprend bien, l'agronome a un rôle clé dans la valorisation des forêts, des savanes, des rivières et même des mers. Oui. Quel est ce rôle-là concrètement? Vous devez comprendre d'abord que l'agronome c'est le spécialiste de tout ce qui est gestion durable des ressources, mais vraiment avec un côté économique. Donc ça veut dire le but en fait de l'agronome est de réfléchir sur l'interaction que les populations pourront avoir avec la nature, mais tout en pensant toujours à la conservation de cet environnement-là. Parce que la forêt aujourd'hui intervient dans la mise en place de l'écosystème. Cette forêt permet de garder nos eaux dans un certain niveau de compétition économique, bien sûr. La forêt permet l'interaction entre la faune et la flore qui permet de faire en sorte que l'écosystème puisse vivre. Vous avez remarqué que lorsqu'on commence à déforester une zone, les animaux partent, mais si les animaux partent aussi, vous allez voir que les micro-organismes qui sont dans le sol, au fur et à mesure, disparaissent aussi. Voilà pourquoi on quitte parfois des zones forestières qui ont été déforestées et on tombe dans des zones arides maintenant qui deviennent une zone où il n'y a plus d'eau, il y a plus. Donc ça prouve en fait que la forêt a une part entière dans la survie de l'humanité et dans la survie aussi de ce monde. L'idée qu'on avait de l'agronome, c'est ce spécialiste qui travaillait sur le sol. Or, vous intervenez aussi dans les rivières et mers et savanes. Oui, voilà pourquoi on parle de gestion de ressources naturelles et de valorisation de ces ressources-là. Que ça soit en mer, au sol. Voilà, parce que si vous regardez entre l'ingénieur forestier et l'ingénieur agronome, il y a une interaction qui a été créée entre les deux filières. C'est l'ingénieur agroforestier, celui qui a fait la filière de l'agroforesterie. Parce que celui qui fait la filière de l'agroforesterie ne vient pas juste pour voir le côté, par exemple, exploitation du bois. Lui vient pour voir aussi comment utiliser les ressources que la forêt offre. Nous avons par exemple la preuve avec les Fametra qui existent par exemple, qui réfléchit à comment utiliser ces ressources sur le plan médicinal. Donc vous voyez que c'est ça aussi l'avantage que l'agronome apporte. C'est de dire, au lieu de directement abattre ce bois a une ressource plus importante, par exemple, pour l'humanité.
Ce bois a un avantage pour les animaux, parce que les animaux, par exemple, se nourrissent des fruits de cet arbre-là. Donc c'est toute cette évaluation-là que nous, on apporte au domaine forestier pour pouvoir dire, pour gérer notre forêt durablement, on doit prendre en compte tout l'écosystème forestier. Donc, les arbres, les animaux, les sols, les eaux, la savane et tout le milieu pour conserver réellement la nature en elle-même. Donc l'agronome permet aussi de faire une évaluation des richesses que nous avons dans nos forêts, nos sols et nos eaux. Oui, une richesse vraiment durable et écologique. Le but est de voir est-ce que ce sera plus rentable de forester ou ce sera plus rentable de gérer et de tirer les ressources petit à petit pour pouvoir faire en sorte qu'on rentabilise au moins. Donc, c'est quoi une richesse durable et écologique? Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on parle plus de gestion durable et écologique. Aujourd'hui, en fait, on parle de durable, pourquoi? Parce qu'on pense dans le temps. À l'époque, si vous voyez comment on exploitait les forêts, on venait, on déforeste et puis on prend le bois, on part. Mais aujourd'hui, avec la gestion durable, avec les filières comme la sylviculture, on vient déboiser. Mais après, en amont, il y a un travail de mise en place des pépinières pour pouvoir reboiser cette forêt. Donc vous voyez, il y a un remplacement de ce qu'on a appris qui permet d'avoir dans la durée les mêmes ressources qu'on avait auparavant. C'est vrai que ça prend du temps, mais au moins il y a déjà une politique qui s'est mise en place dans le pays pour dire nous avons la possibilité aujourd'hui de reboiser les zones qui ont été déforestées, ce qui fait en sorte qu'il y a aujourd'hui des études menées par l'IRT et l'IRET et l'IRAF pour voir les moyens de reproduire ces plans-là, parce qu'il y a une difficulté. On travaille beaucoup plus sur les éléphants qui ont cette capacité de reboiser la forêt. C'est naturel chez eux, et les gorilles qui ont aussi cette capacité lorsqu'ils ont à consommer un fruit et qui rejettent cela, ça donne l'arbre. Donc toute cette recherche-là amène à ce qu'on voit comment résoudre ces problèmes-là et donc avoir une gestion durable. Écologique aussi parce que ça fait intervenir l'écosystème. Vous avez vu par exemple avec le travail du CIRF, l'intégration des animaux en zone forestière. Pourquoi? Parce que ces animaux sont importants à l'équilibre qu'il y a dans ces zones de forêt-là. Et donc pour vous l'écologie, c'est quoi? C'est toute... L'écologie, en fait, c'est une science qui étudie les interactions entre les différentes structures qui se trouvent dans un écosystème bien donné. Donc c'est ça, en fait, l'écologie. Et derrière, avec la fusion entre l'écologie et l'agronomie, c'est l'agroécologie qui met en place, en fait, ces principes d'études. C'est vrai que les agronomes, on se retrouve déjà un peu partout parce que on a compris que c'est pas tout juste de, par exemple, déboiser, planter. Il faut penser réellement au maintien de l'écosystème qu'on a autour de nous. Mais que dites-vous aux agriculteurs qui brûlent souvent les forêts, sachant que ces derniers, ils vivent avec... C'est vrai que ce sujet est compliqué parce que l'agriculture itinérante sur brûlée a été abolie. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui d'agroécologie. Mais vous devez comprendre que c'est pour des raisons parfois économiques que ces populations le font. Parce que ces populations n'ont pas, par exemple, des tronçonneuses pour pouvoir... n'ont pas des machines pour pouvoir nettoyer les terrains. Donc ils sont obligés d'utiliser le feu, autant pour moi, pour pouvoir avoir un espace propre. Mais si aujourd'hui on peut réfléchir à dire, bon, on voit ça en Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'ils n'ont pas les machines, mais ils ont créé des coopératives d'utilisation des matériels agricoles qui prennent, et ils peuvent envoyer ça dans une zone pour aider les populations à aménager les espaces. Vous allez voir que là, ces populations pourront arrêter cette agriculture itinérante sur brûlée et utiliser les nouveaux outils, les nouvelles ressources qu'on leur donne pour aller dans une agriculture plus écologique. C'est un travail qu'il faut dans le temps. Mais pour que ce travail réussisse, tout passe toujours par la formation et la sensibilisation. C'est là aussi où est l'importance de la communication dans le domaine agricole. Et vous l'avez dit, ce qui est des forêts, le renouvellement des ressources, vous avez pris l'exemple du reboisement, mais comment au niveau des rivières et des mers possible de préserver les ressources qui sont contenues et de pouvoir même les renouveler? Vous voyez, en principe, dans l'exploitation des mers qu'on a aujourd'hui, on part plus chercher du poisson. Aujourd'hui, il y a un moyen de lutte contre la surpêche, c'est la pisciculture. Ça veut dire si on quitte du fait de juste aller exploiter les poissons de mer, qu'on part dans un élevage de poissons, vous voyez qu'on va réduire l'impact de la pêche. On pourra maintenant régulariser en disant, pendant une période on pêche, mais on limite la pêche maintenant pendant cette période parce que on sait que il y a par exemple l'élevage de poissons, donc la pisciculture qui pourra couvrir le besoin en poissons de population pendant aussi une période. Donc on doit essayer de jauger
de dire, bon, au début, c'est 100% en mer. Mais ce qu'on peut faire en sorte qu'on prend comme objectif, de dire, bon, objectif, c'est de 10% dans les 2 prochaines années qu'on doit atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre ça? Il faut développer de la pisciculture. Donc, il faut vulgariser les techniques de mise en place des étangs piscicoles. Il faut former ces populations-là à l'élevage des étangs piscicoles, parce que vous devez comprendre que l'agriculture qui est cet art-là, est aussi cet art qui permet de conserver nos animaux. Aujourd'hui, pourquoi les gens partent chasser? Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Mais si on leur donne le moyen de faire de l'élevage, ils n'iront plus chasser. Et donc, ils vont participer maintenant, en faisant juste de l'élevage, à la préservation des animaux aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Et quelle est la situation de la pisciculture aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que l'activité s'est développée? Bon, il y a eu une période où il y avait quand même cet engouement autour de la pisciculture. On a même l'antenne au niveau de Rio qui travaille sur les activités piscicoles. Il y a même une association, une coopérative, je crois, des pisciculteurs, dont le président est là au niveau du charbonnage, lui-même a des étangs dans sa concession. Mais après, il y a eu un relâchement. Le relâchement est dû au fait que on doit comprendre que dès qu'on met une personne dans une activité, cette personne devient déjà indépendante. Donc, on doit préparer cette personne à être indépendante. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les programmes, on est rendu par les personnes indépendantes. Il fallait en fait aujourd'hui, nous on réfléchit à comment on peut travailler sur le mind. Donc, l'état d'esprit du porteur du projet, par exemple, qui est le pisciculteur, parce que le pisciculteur devient, dès la création de son activité, un auto-entrepreneur. Donc, on doit comprendre déjà que s'il devient auto-entrepreneur, on doit faire penser ce pisciculteur comme un entrepreneur et plus comme un employé qui travaille comme s'il travaille pour la structure qu'il a aidé à mettre le truc en place et ne réfléchit pas au développement de son exploitation. Donc, c'est ce travail-là qu'on est en train de mettre en place. Voilà pourquoi beaucoup avaient demandé pourquoi on avait choisi dès le départ de faire un forum, par exemple, sur l'entrepreneuriat agricole. Mais ce forum n'était pas juste pour discuter sur l'entrepreneuriat, mais c'était aussi pour mettre la culture de la gestion des ressources dans la tête des agriculteurs, parce que vous avez la chance de regrouper des agriculteurs, donc il faut leur donner des informations sur comment produire, bien sûr, mais comment produire durablement. Donc il faut respecter certaines normes, il faut établir certaines règles, et en respectant ces normes et ces règles, on rentre de cette agriculture qui se développe aujourd'hui. On va un peu revenir sur l'association. Vous avez dit, vous existez depuis le 12 mars 2019. Oui. À ce jour, quels est les types d'activités que vous avez menées sur le terrain au profit, par exemple, des agriculteurs et de tous les acteurs de la chaîne agricole? Bon, vous voyez qu'après notre installation, vous voyez, nous avons plusieurs activités. Parce que nous, en principe, en tant qu'une association socio-professionnelle, nous réfléchissons en amont. Et nous avons compris que pour parfois faire bouger les choses, on doit créer des communautés. Parce qu'aujourd'hui, le défi des nouvelles générations d'aujourd'hui, avant nos parents, le défi c'était de faire en sorte qu'on puisse quand même créer l'État indépendant. Donc leur combat c'était là. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est un défi important parce que le but n'est pas seulement de créer de nouveaux emplois du secteur agricole, mais il faut transmettre au sein de chaque personne un sentiment de mission. Donc, pour nous, le travail était d'abord dans un travail de vulgarisation, pas de dire c'est quoi l'agriculture, mais de travailler par rapport aux objectifs d'abord que le monde a aujourd'hui, dont on parle des ODD. Donc c'est des objectifs et d'expliquer aux gens pourquoi c'est important d'aller dans ce sens. Mais amener aussi aux gens à comprendre pourquoi aujourd'hui il est important de créer une activité agricole qui pourra permettre à ce qu'on puisse arriver un jour à l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi pas la souveraineté alimentaire? C'est pas un rêve, c'est un objectif qu'on peut se fixer tous ensemble. Et dire, oui, nous avons mis en place un forum sur l'entrepreneuriat agricole, c'était pour réfléchir sur ça. Nous avons organisé une rencontre entre le ministère de l'Agriculture et les différents agronomes qui a découlé par la création de 3 commissions qui ont réfléchi sur la participation que l'agronome devait avoir au sein même des différentes activités qu'on développe au sein de l'agriculture. Donc il y avait une partie, bien sûr, tout ce qui concerne la fonction publique et les activités du secteur privé. Il y avait une partie maintenant sur la participation que chaque acteur doit avoir dans le secteur agricole. Et quand on parle des acteurs, on ne parle pas juste des agronomes, en fait. Parce que nous, en tant qu'association des agronomes, on a compris que seul on ne peut pas. On a besoin de tout le monde pour pouvoir développer cette agriculture. Et il y avait une autre partie maintenant qui était sur l'évaluation, le suivi-évaluation des différents programmes que l'État doit mettre sur la place. Et en même temps, nous avons participé avec la FAO sur les événements concernant la conservation des sols, parce que vous devez comprendre que la FAO
vulgarise beaucoup sur cette activité-là en disant il faut vraiment qu'on conserve nos sols, il faut vraiment qu'on conserve nos eaux, il faut vraiment qu'on travaille sur le truc. Et on a travaillé sur la mise en place de ces différentes choses-là. Avec la Gaza, par exemple, vous allez voir qu'on est parti dans le sens de travailler sur les différents pesticides qui doivent maintenant être homologués en terre gabonaise. Donc, l'association a participé activement à ces différentes activités et il y a plusieurs autres activités qu'on a mis en place et que nous sommes en train de suivre en ce moment. Auprès maintenant des populations gabonaises, vous devez comprendre qu'en s'installant, on ne peut pas être marié dans toutes les provinces. Parce que vous savez que quand une association s'est créée, il faut d'abord communiquer au sein de votre réseau d'agronomes, mais en même temps, il faut communiquer dans certaines choses. Donc, on a d'abord commencé à travailler dans la zone de l'estuaire, bien sûr. Vous avez vu, on a travaillé avec les présidents et les vice-présidents des exploitations des villageoises d'EVA, parce que si vous regardez, aujourd'hui, ils sont à l'arrêt, parce que le coût d'achat, l'achat du produit, le prix est trop bas. Donc, ils ont arrêté leur production. On est obligé d'aller communiquer avec eux pour dire, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de voir un arrangement et de voir aussi communiquer avec l'acheteur qui est cette Gabon pour dire, mais on peut s'arranger à voir comment on peut améliorer les choses. Mais il y a aussi eu des avancées au niveau de l'Ambariné, puisqu'on a beaucoup travaillé au niveau de l'Ambariné avec les populations qui étaient dans un programme qu'on avait développé dans le cadre d'une grande coopérative appelée la Codexa, qui regroupe beaucoup des exploitants agricoles au niveau du Moyen-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué, il s'agissait de voir comment valoriser la culture manioc, qui est assez important. Vous voyez même aujourd'hui au niveau de l'IRAF, il y a un programme qu'on appelle le programme WAV, qui vient pour voir comment évaluer et étudier les différentes maladies qui réduisent la productivité au sein du manioc. Et pour cette année, c'était de commencer le travail au niveau du Wellington. Voilà pourquoi même la deuxième édition devait se passer au Wellington, mais vu que nous sommes dans une situation sanitaire assez difficile, donc on a dû reporter ces événements pour la semaine prochaine, mais pendant les vacances au moins, on ira au niveau du Wellington pour pas seulement installer le programme de mise en place et de développement de l'activité agricole, mais aussi pour amener nos différents partenaires tels que la communauté Agritech qui a prévu un événement au niveau de l'OIM et les communautés comme IPARD Gabon. Donc on est en train de voir comment avancer. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est l'interaction aujourd'hui et une synergie. Parce que l'effort que la direction générale de l'IRAF fait aujourd'hui, d'intégrer même au sein de la structure maintenant de l'IRAF, des communautés agricoles, ça prouve qu'il y a une nouvelle dynamique. Il y a une intercharge qui est créée et on voit maintenant comment valoriser ça. Et en parlant de l'autosuffisance alimentaire, est-ce que l'agronome que vous êtes aujourd'hui peut amener le pays à atteindre cet objectif qui semble toujours un horizon qu'on n'atteint jamais? L'agronome peut réfléchir à ce qu'on atteigne cet objectif, mais l'agronome ne peut pas le faire seul. Je vais te le rappeler, on ne peut pas le faire seul. On doit comprendre que tout le monde doit participer. Vraiment, tout le monde. Et pour atteindre en fait ces objectifs d'autosuffisance alimentaire, il faut d'abord qu'on ait des vrais chiffres sur ce qu'on consomme. C'est là où l'importance des statisticiens est là. Et on doit avoir des vrais chiffres. La mise en place du RGA, qui est le recensement général de l'agriculture, c'était pour avoir des chiffres réels sur l'activité agricole et essayer d'évaluer combien on produit en termes, par exemple, de piment, de manioc, de ceci, et combien on importe. Et maintenant, c'est fixer des objectifs en disant, bon, si on importe tant de tonnes, je prends juste un exemple, 1000 tonnes qu'on importe, alors comment on peut faire pour ne plus importer 1000 tonnes? Moi, on ne peut pas dire, bon, on va bloquer, on va faire 1000 tonnes d'un coup. On peut se fixer des objectifs en disant, bon, dans 2 ans, l'objectif, c'est d'atteindre 200 tonnes. Et pour atteindre 200 tonnes, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut quelle superficie? Alors, s'il faut cette superficie, il faut quel type d'exploitation? Il est important de comprendre que avant, moi, j'ai vécu dans j'étais bébé, mais j'ai quand même vu mes grands-parents agriculteurs, qui avant, c'est eux qui envoyaient la nourriture en ville. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est la ville qui envoie la nourriture en ville. Donc, vous voyez qu'il y a un autre travail à aller faire au village, pour que les jeunes qui sont au village se rapproprient d'abord le milieu rural et se rapproprient leur agriculture. Et pour ça, il y a une chose qui freine les jeunes, c'est la communication. Moi, j'ai vécu dans mon village pendant 3 mois, j'avais pas de téléphone. Pas de réseau. Et quand vous sortez de cette zone-là, vous recevez beaucoup de choses que vous avez ratées, et c'est ça en fait. Donc, voilà pourquoi aussi tout le monde doit intervenir. Ça veut dire les routes, on doit les faire. Les réseaux de télécommunications doivent être intégrés dans ce milieu rural. On doit porter l'intérêt pour que ces jeunes dans le milieu rural puissent aussi avoir des informations. Pourquoi ne pas réfléchir, par exemple, un jour dans cette émission, avoir un jour peut-être un volet de 15 minutes pendant un temps, où on explique, par exemple, une technique agricole sur telle culture ou telle culture. Ou bien si on a eu une information ou une observation qu'on a toujours sur une maladie qui est, par exemple, en train de ravager. Il y a eu une période en France où les papayes mouraient.
les papayers. Moi, donc, il y a une possibilité de dire, à cette période, Radio Gabon peut dire, bon, nous, on va informer les populations que voilà, tel, pour lutter, faites ça. Donc, il y a une possibilité même d'avoir de bons partenariats avec Radio Gabon pour qu'on puisse vulgariser les résultats de la recherche qu'on a autour de l'agronomie et des activités agricoles. En tout cas, Radio Gabon est ouvert à toutes ces formes de partenariat. Et parlons aussi un peu de la sécurité alimentaire, parce que les deux thèmes prêtent souvent en confusion entre l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire. Quelle est la différence entre les deux? En fait, la sécurité alimentaire répond d'abord à 3 principes clés et un 4e principe qui est la stabilisation des 3 principes clés. Sécurité alimentaire, c'est accès aux produits, disponibilité aux produits, ensuite qualité de produit. Il y a toujours cette erreur qu'on fait parce que nous, on dit sécurité alimentaire en pensant que c'est sûr. Non, il y a la sécurité nutritionnelle des aliments. On va parler du process, de la qualité du produit et de tout ce qui s'ensuit. Mais il y a la sécurité alimentaire où on définit comment on doit faire en sorte que le produit soit disponible pour la population, soit accessible pour la population et qu'elle soit un produit de qualité pour la population. Pour qu'elle soit disponible, si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On doit produire nous-mêmes. Ouais. Si on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Et le problème, c'est que nous, comme on a encore de l'argent au Gabon, j'espère bien, on s'est encore mis juste dans la position où on achète seulement. Mais j'espère qu'on va ouvrir les yeux et qu'on va comprendre que si on veut atteindre réellement une sécurité alimentaire, comme vous voyez aujourd'hui avec la crise, on voit maintenant l'inconvénient de ne pas avoir un minimum de hauteur et de production dans son pays. Parce que quand vous êtes dépendant des autres et que les autres se retrouvent dans un problème sanitaire, leur production baisse. Et si leur production baisse, ils doivent d'abord satisfaire leur population avant de vous satisfaire vous. Et d'où l'importance que nous devons nous battre pour aller dans une sécurité alimentaire de production et non une sécurité alimentaire d'achat et de consommation. Ça, ce sont les nouveaux termes que moi j'utilise parce que, en tant que spécialiste du domaine, je dois de mettre quelques mots. Ok, merci. Monsieur le Président Arnaud, nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre émission qui nous autorise à souffler un coup pour une poignée de secondes. On revient à tout de suite. Sachez que vous êtes dans votre émission Gabon Environnement. Si vous venez à peine de prendre l'écoute, nous sommes avec le président de l'association des agronomes du Gabon, Boris Elanka. Nous aborderons quelle thématique dans cette deuxième partie, Arnaud? 2 aspects du thème central, comment l'agronome produit sans polluer les eaux et le sol et les pratiques agricoles écologiques aujourd'hui en vigueur. Et ce sera toujours avec notre invité Boris Elanka, président de l'association des agronomes du Gabon. Monsieur le Président, comment l'agronome permet aujourd'hui de produire sans polluer et les eaux et le sol? C'est vrai que aujourd'hui c'est quand même difficile. Si vous voyez dans le monde, on est plus basé dans l'agro-industrie et c'est vraiment des machines, des avions qui pulvérisent et tout. Voilà pourquoi, si vous voyez dans certains pays développés, on part plus dans une agriculture de proximité. Cette agriculture de proximité est durable. C'est-à-dire agriculture plus proche des populations. D'accord. Parce que si vous voyez déjà que l'agriculture est proche de nous, il y a déjà une réduction de quelque chose, c'est le transport. Donc on réduit l'effet que le transport apporte dans le secteur agricole. Donc il y a déjà ce transport et vous devez comprendre que si aujourd'hui on parle des termes comme agroécologie, on parle des termes comme agriculture biologique ou agriculture durable, c'est parce que on a déjà compris une chose, c'est qu'on doit penser à moins polluer, avoir d'impact moins négatif sur les différentes zones que nous exploitons. Au Gabon, on ne peut pas encore totalement parler de pollution parce que nous sommes encore dans une zone, par rapport à l'étude que nous avons faite, où il n'y a pas trop d'utilisation des pesticides. Si vous voyez dans nos milieux, dans l'agriculture rurale, il y a même nos mamans qui ne connaissent même pas ce qu'est un pesticide, en fait, parce qu'elles n'ont jamais utilisé. Elles ont été habituées à utiliser la cendre, et tout. Mais avec la modernisation de notre agriculture aujourd'hui, et le développement des zones agricoles à forte productivité, qui va être mise en place par le ministère de l'Agriculture, il y aura forcément l'utilisation de ces différents produits polluants-là. Mais le but pour nous aujourd'hui, c'est de sensibiliser. En disant, il y a une gestion rationnelle des différents intrants pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de pollution.
Pollution zéro, peut-être pas. Mais approcher le zéro, ce sera possible. On parle aujourd'hui d'agriculture raisonnée. Avec les nouvelles technologies que nous avons, on a la possibilité de savoir s'il est important d'apporter par exemple un engrais ou pas. On parle par exemple aujourd'hui aussi de la biosécurité, c'est de dire par exemple au lieu de venir pulvériser un insecticide chimique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser un insecte qui va consommer les différents insectes qui viennent détruire nos plantes et éliminer les différents pathogènes. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans ce qu'on avance aujourd'hui. L'agroécologie elle est importante parce que c'est une science qui évalue réellement et de façon durable l'apport qu'on peut avoir en pensant à la valeur humaine d'abord. Oui, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une différence entre les engrais et les pesticides? Oui, en fait, les engrais sont des apports alimentaires pour la plante. On peut prendre ça, on peut utiliser ces termes-là. C'est ce qu'on met en sol pour qu'il consomme et mange. Or, le pesticide, c'est comme le médicament qu'on met dessus lui pour se faire soigner. On a des pesticides systémiques qui rentrent dans la plante pour pouvoir éliminer les différents insectes. Et dans ces catégories, donc, on a des engrais bien sûr chimiques, mais nous avons aussi des engrais biologiques aujourd'hui qui sont utilisés comme le compost, la fiente de poule. Aujourd'hui, on utilise la bouse de vache pour fabriquer du compost. On utilise des déchets des ménages pour faire du compost. Donc, derrière aussi cette agriculture écologique, il y a une possibilité de créer une gestion des déchets urbains. Alimentaires. Vous avez vu vos poubelles. Si vous laissez quelques jours, il y a les asticots. Mais ces déchets urbains-là peuvent être utilisés dans le monde agricole pour la production d'engrais biologiques, donc d'engrais organiques. Parallèlement, aujourd'hui, on utilise encore des engrais chimiques, pas parce que on n'a pas d'autres opportunités, mais parce que c'est un apport qui vient pour jouer entre le complexe absorbant du sol et les autres pour permettre d'avoir l'alimentation plus rapidement pour la plante. Et sur les pesticides, il y a une catégorie de pesticides qui existent, ceux qui tuent les champignons, donc les fongicides, les insecticides, on a les herbicides, on a les acaricides. Tout cela viennent là pour éliminer les différents ravageurs et les insectes qui viennent intervenir dans la production de la plante. Par exemple, vous allez avoir des insectes, vous avez vu quand vous plantez même un plant d'oseille, il y aura toujours des insectes qui viennent picorer, après vous revenez demain, il n'y a plus de feuilles. Ou il y a des chenilles que vous pourrez retrouver dans l'aubergine, ce qu'on retrouve le plus souvent. Ces insecticides viennent éliminer ces différentes larves-là. Mais maintenant, on peut utiliser ça rationnellement. Sur différents produits, il y a une durée de rentrée et il y a une durée avant récolte. Donc, si l'agriculteur respecte cette durée de rentrée, cette durée avant récolte, on aura la possibilité de retrouver moins de résidus de pesticides dans l'aliment que nous consommons. Et voilà pourquoi nous on se bat pour toujours aller vers ces différents agriculteurs dans les zones urbaines et périurbaines de Libreville pour inciter en leur disant, mais en principe, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser comme ça. Mais il y a aussi un volet économique. Moins j'utilise des pesticides, moins je dépense mon argent. Et plus je rentabilise sur ma production. Donc c'est aussi ça que les gens doivent comprendre. Et ça, c'est ce qui est de l'agriculture, et du sol, et au niveau des eaux, comment ça se passe? Vous devez comprendre que dès qu'on utilise un produit, forcément avec les ruissellements d'eau, ça va se retrouver dans les différentes, soit les nappes phréatiques par l'infiltration, soit dans les rivières par le ruissellement de l'eau. Mais on a un programme qui a été mis en place par l'État gabonais qui interdit l'installation des exploitations agricoles à une certaine distance, je crois que c'est à 100 mètres. Des cours d'eau. Des cours d'eau. C'est pour éviter à ce que ces différents pesticides qu'on utilise dans ce milieu se retrouvent directement dans les cours d'eau. C'est pareil pour les nappes. C'est vrai qu'elles s'infiltrent, mais si on utilise rationnellement le produit avant que la pluie ne tombe, puisque c'est la pluie qui va faire tomber le produit dans le sol et faire en sorte qu'il y ait infiltration, avant que la pluie ne tombe, le produit pourra déjà être évacué par la nature, parce qu'il y a certains produits qui sont photosensibles. Donc plus il y a le soleil, plus il s'évacue dans l'air, et ça réduit en fait l'impact que le produit pourra avoir dans le sol. Donc il y a toute une science autour qu'on doit définir, mais c'est pas tout seulement d'avoir ces techniques, c'est de pouvoir faire comprendre ça à l'agriculteur en fait, et de faire comprendre en sorte que l'agriculteur puisse dire, moi aujourd'hui ma mission, c'est de développer des moyens qui polluent moins notre eau, qui polluent moins nos sols. Alors, quand on va sur le marché pour acheter un tel ou tel aliment, est-ce qu'il est facile de reconnaître un produit qui subit la pollution, dans la production on a utilisé des produits chimiques, de celui qui est naturel? Est-ce que c'est facile de faire la différence entre les deux produits? Prenons le cas des légumes sur le marché.
Oui, en principe, bon, il y a toujours un truc vulgaire qu'on aime toujours balancer, c'est en disant, si vous voyez, il y a beaucoup de feuilles sur le zeste, c'est que... Bien lorsque vous l'avez, il y a trop de mousse. Voilà. Ce sont des techniques comme ça, là. Ça veut dire, au marché, ce sera difficile, mais il y a déjà d'abord l'aspect. C'est que l'insecte n'a pas mangé, ça veut dire, c'est impropre à la consommation. C'est déjà d'abord ça la première chose. Mais ça veut pas aussi dire que parce qu'il y a des belles feuilles, il a forcément trop utilisé les produits. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs, quand ils partent vendre le produit, ils enlèvent les feuilles qui ont été bouffées pour que le produit se voit bien. Oui. Et à d'autres, bon, c'est surutiliser des insecticides, des pesticides et tout. Mais difficile encore pour le moment de savoir si le produit a été plus exposé aux produits chimiques ou moins. À part si on crée un protocole, par exemple avec la Gaza, qui peut réfléchir sur la création d'un protocole, puisque aujourd'hui la Gaza part auprès des agriculteurs pour pouvoir vulgariser, leur dire arrêtez de moins produire. Mais la Gaza peut aussi maintenant faire un contrôle. Ça veut dire quand on vient, on prend quelques échantillons, on teste, il y a le niveau de produits polluants acceptable, mais dès que ce niveau est dépassé, ils peuvent dire c'est impropre à la consommation, on élimine. Donc il y a des protocoles comme ça qu'on peut mettre en place pour pouvoir permettre à ce que le consommateur puisse avoir un produit sain sur le marché. Mais ce sont des choses qui vont venir au fur et à mesure. C'est autour de la table qu'on va pouvoir apporter ces nouvelles résolutions et permettre à ce qu'on développe une meilleure qualité des choses dans le pays. Et donc, cela nous conduit à savoir quelles sont aujourd'hui les pratiques agricoles les plus écologiques. Aujourd'hui, en fait, bon, les pratiques agricoles, c'est vrai qu'il y a des pratiques les plus écologiques. Aujourd'hui, on parle plus d'agriculture biologique en France. Nous, pour moi, ma part, nos mamans ont toujours fait une agriculture biologique parce qu'elles n'utilisent ni engrais chimiques ni engrais biologiques. Mais on doit comprendre que cette agriculture biologique a un coût. Parce qu'il faut reformer et reconditionner les individus qui ont été habitués à utiliser des produits chimiques. Voilà pourquoi aujourd'hui il existe des engrais biologiques, il existe des pesticides biologiques, il existe tout ce qui est biologique. Et les différentes techniques qu'aujourd'hui on met en place, si vous voyez, on parle aujourd'hui de permaculture. Ça veut dire c'est cette agriculture qui suit la nature et qui évolue avec elle. Il y a moins de boisement, il y a moins de défrichage d'herbes. On fait en sorte que l'écosystème que vous implantez s'adapte à l'écosystème que vous avez trouvé. Donc une intégration et une synergie qu'on crée entre ce qu'on plante pour consommer et ce qu'on veut qui reste là pour garder la nature. Et ce sont ces différents types d'agriculture aujourd'hui qui sont développés. Au Gabon, il y a d'autres techniques, par exemple l'aquaculture aussi dans le domaine de l'aquaponie, qui est un modèle d'intégration entre l'élevage de poissons, donc la pisciculture, et les systèmes hydroponiques, biodynamiques bien sûr, qui permettent aussi d'utiliser moins de pesticides, qui sont des différents types d'agriculture qui existent aujourd'hui. Mais là, il s'en vient aussi de savoir, par exemple l'agriculture, au niveau d'Israël, ils ont travaillé sur savoir est-ce que la tomate produit en hydroponie a la même qualité nutritionnelle que la tomate produit en sol. Donc il y a tous ces paramètres-là qui sont derrière, qu'on évalue. Mais aujourd'hui, l'agriculture biologique, l'agriculture écologique, la permaculture, l'hydroponie sont des techniques utilisées aujourd'hui pour avoir moins d'impact et moins d'utilisation de produits chimiques sur le marché. C'est des nouveaux termes qu'on découvre même avec vous, l'agroécologie, l'agriculture biologique. Et donc, pour ce qui est l'exemple de la tomate, on sait que même la tomate, elle est importée. Comment comprendre qu'avec toutes ces techniques, par exemple, on n'arrive pas aujourd'hui à produire au niveau local la tomate en abondance pour satisfaire la demande locale? En fait, c'est parce que ces techniques ne sont pas vulgarisées. Aujourd'hui, l'agriculteur, quand il s'installe par ce qu'il a vu. S'il a vécu 2 ans avec un autre agriculteur, il applique ce qui a été fait. Et donc, les nouvelles techniques qui sont utilisées ne sont pas vulgarisées. On ne va pas vers les populations, on ne part pas assez vers les populations pour enseigner à ces populations ces nouvelles techniques-là. Mais Horta Gabon, par exemple, qui est une entreprise qui fait dans l'hydroponie, produit beaucoup de tomates en culture hors sol. Est-ce que vous voyez un peu? On avait aussi, je crois, au niveau de Port-Gentil, Jardigab essayé aussi de voir des cultures hors sol. Mais on doit comprendre que si ces techniques doivent être intégrées, ça demande beaucoup de technicité. Parce que la technique... Et donc de la formation aussi. De la formation et de la formation et de la formation. Parce que c'est pas un truc qu'on va se réveiller un jour le matin et dire, bon, moi je peux faire de l'hydroponie et puis je m'en sors. Ça c'est pas évident. Parce que dedans c'est une agriculture de précision. Ça veut dire des agriculteurs qualifiés. Voilà, même ce que vous apportez doit être mesuré.
Il y a d'abord un calcul à faire avant le truc. Donc vous voyez que si on se retrouve avec une personne qui n'a pas toutes les notions mathématiques qu'il fallait acquérir dans le cursus scolaire, ne pourra pas facilement faire cette agriculture qui est purement scientifique en fait. Et donc très poussé. Très poussé. Qui n'est pas encore à notre portée. Qui n'est pas encore à la portée parce que l'investissement aussi est lourd. Ainsi s'achève votre émission Gabon Environnement, mais avant de nous séparer, Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour donner votre mot de fin. Ok. Donc ce que je pourrais dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous battre en fait et comprendre que pour développer notre secteur agricole, c'est aussi pour avoir une autonomie pour notre pays, il faut que tous les acteurs du monde interviennent. Mais ce qui est important, nous on ne peut pas faire changer les gens. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'abord nous changer nous-mêmes. Voilà pourquoi on s'est regroupé en association des agronomes du Gabon pour dire nous changeons. Et si les gens voient comment nous avons changé, ils pourront suivre le modèle que nous avons créé. Nous prenons ça des paroles de Gandhi qui a toujours dit soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Commencez par changer en vous-même ce que vous voulez changer autour de vous. Et ce que pourrait juste dire une chose dans la synergie qu'on doit créer aujourd'hui avec tous les compartiments du monde agricole et de la communication, des TP, des trucs, c'est que l'avenir d'un pays dépend de la capacité de chacun de ses membres à répondre activement aux besoins du changement. Arnaud Ondo, rappelez les thématiques du jour en donnant aussi les heures de diffusion de l'émission Gabon Environnement. Avec le président de l'association des agronomes du Gabon, M. Boris Lanka, nous avons échangé autour du thème central, l'apport de l'agronomie dans la valorisation de la protection des forêts. Gabon Environnement est diffusé tous les lundis à partir de 10h05, rediffusion le même jour lorsqu'il est 20h. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 36 54 66 065 36 54 66, voilà, ou au 062 40 39 11 062 40 39 11. Ce sont les deux numéros de l'émission Gabon Environnement. Vous êtes un amoureux de l'environnement, vous avez des projets pour l'environnement, vous pouvez nous contacter et nous sommes disponibles à vous recevoir dans le cadre de ce programme mis à votre disposition par Radio Gabon. L'émission est réalisée par Herman Osunga, notre maître à jouer grâce à qui vous nous recevez chez vous. Gabon Environnement s'achève donc. Lise, on se dit au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de Gabon Environnement. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.